quelles sont les solutions. C'est-à-dire qu'on voit, donc qu'on a des risques de blackout cette année, peut-être l'année prochaine, qu'on est vraiment à la limite de nos capacités de production, qu'on va manquer de pétrole, qu'on va manquer de gaz, peut-être pas tout de suite, mais enfin, dans l'avenir, c'est des choses prévisibles. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arriver à avoir une électricité comme moi je l'ai connue quand j'avais 20-30 ans, c'est-à-dire une électricité où ça ne pose même plus question. J'appuierai sur mon bouton, j'aurai l'électricité, j'aurai mon chauffage chez moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de question à se poser, quoi. Mais à un prix raisonnable en plus. Parce que... j'ai envie de dire, on l'a déjà fait, en fait. Parce que quand on est dans les années 73, avec le pic pétrolier, on avait beaucoup d'électricité française qui était produite par les centrales de fioul. Il y a eu des coupures très importantes parce que le fioul s'est mis à avoir des prix extrêmement élevés avec le pic pétrolier. Donc, soit le prix augmentait, soit les gens arrêtaient d'utiliser de l'électricité. On était à peu près arrivé au même problème qu'aujourd'hui. On a fait quoi? On a lancé le programme nucléaire. D'accord. Programme nucléaire, électricité pilotable, bas carbone, même si à l'époque c'était pas la priorité, et très très concentré, ce qui fait que en termes de combustible à utiliser, ça pose pas vraiment de question. Il y en a en abondance sur Terre. On a des réserves pour au moins 5 ans d'exploitation du prochain. Sur le territoire français, on a 5 ans d'exploitation du parc nucléaire en termes de réserve d'uranium tout court. Et Orano, en termes de contrats faits pour des mines, ils ont 30 ans de visibilité. Et c'est sans compter les réserves qu'on a sur le territoire français d'uranium apaugri à être utilisé sur les réacteurs de 4e génération. Je pense qu'on en viendra tout à l'heure. Alors, ouais. Et donc, alors, l'uranium, oui, et un point important aussi, c'est qu'on peut en acheter dans pas mal de pays du monde. C'est-à-dire qu'il y a le Canada qui en a, il y a Canada, pas mal de pays qui sont... Australie, Niger. Voilà. Donc au moins, Canada, c'est pas un pays hostile, voire où c'est très dur de se fâcher avec les Canadiens, donc ça devrait bien se passer. On devrait toujours être approvisionné par eux. Même les Australiens, moyennant. Les Australiens, ça va bien. Dans le Niger, ça peut bouger, mais voilà, c'est bien réparti sur la planète. Du coup, si on se fâche avec un fournisseur, on peut en trouver un autre assez facilement, quoi. Voilà. Et comme j'ai dit, il y a quand même une capacité de stockage importante. Donc même si on se fâche avec un fournisseur, on a 5 ans pour bondir. Oui. Pas 6 mois. Ouais. On n'a pas 6 mois. Et le nucléaire, alors, est-ce que c'est... Ce qu'il y a, c'est que c'est très long pour relancer une... Aujourd'hui, si on veut relancer un programme nucléaire correct, il va déjà falloir attendre pas mal d'années avant d'avoir quelque chose qui sort, quoi. Exactement. Là où on peut regretter le manque de vision stratégique de long terme de notre État, qui n'est plus stratège aujourd'hui, c'est d'avoir en gros fait la girouette en fonction de l'électorat, en fonction des aléas qui ont pu intervenir dans le monde. Donc je pense notamment à Fukushima, qui a mis un coup d'arrêt au nucléaire en Allemagne et qui a bien freiné le nucléaire en France, alors que finalement, quand on regarde les résultats, Fukushima a fait... les impacts radiologiques de l'accident nucléaire, je ne parle pas du tsunami, on fait bien la différence, n'ont causé aucun mort et ne causeront aucun mort au Japon. C'est Munskiar qui le dit. Il n'y a pas de raison de penser le contraire, vu toutes les études scientifiques qu'il y a eu sur ce sujet. Et donc ce manque de vision stratégique fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir une grosse partie de notre parc nucléaire qui doit être en maintenance pour faire le grand carénage, pour prolonger leur durée de vie de 10 ans, voire même de 20 ans, pour aller jusqu'à 60 ans. Aux États-Unis, je sais qu'il y a même des réacteurs qui ont l'autorisation de fonctionner jusqu'à 80 ans. Alors que à la conception, la durée de vie minimale qui était garantie, c'était 40 ans. Mais est-ce que c'est dangereux de prolonger comme ça une centrale de 40 à 80 ans, comme vous le dites? Est-ce qu'on ne prend pas un risque? Alors, dans tous les cas, pour toutes les sources d'énergie, il y a un risque. Ça, il faut s'entendre sur ça. Prolonger un barrage, par exemple, au-delà de sa durée de vie, par exemple, ce serait un risque aussi. Ça, c'est sûr. Après, c'est savoir est-ce que le risque est acceptable. Dans le nucléaire, on a tendance à vouloir absolument minimiser tout risque. Ce qu'il faut bien comprendre pour les réacteurs nucléaires, c'est que tout peut se remplacer dans un réacteur nucléaire.
Il n'y a rien de vieux à l'intérieur, concrètement. Les turbines se changent, les générateurs de vapeur se changent, les morceaux de tuyauterie se changent, les vannes se changent, tout se change. Les seules choses qui ne se changent pas dans un réacteur nucléaire et qui n'ont jamais été changées, parce que tous les 10 ans, il y a une espèce de ce qu'on appelle une visite décennale, c'est un check-up tous les 10 ans complet de la centrale pour demander à l'autorité de sûreté l'autorisation de fonctionner 10 ans de plus. Et à cette occasion-là, on change beaucoup de morceaux. Et les seules choses qui ne se changent pas, c'est l'enceinte de confinement en béton, qui est à l'extérieur de la centrale, c'est une espèce de gros dôme en béton qu'on voit. Et c'est à l'intérieur où il y a le cœur du réacteur, le générateur de vapeur et tout ça. Et c'est la cuve qui contient le combustible. Ça, ce sont les deux choses qui ne peuvent pas changer. L'enceinte extérieure, comme elle est facilement accessible, on peut toujours garantir son étanchéité par des réparations, par des ajustements, comme on garantit la tenue des barrages aujourd'hui pour prolonger leur durée de vie. Pareil. Et donc, le paramètre dimensionnant de la durée de vie d'une centrale nucléaire, c'est la cuve, c'est le vieillissement de la cuve. Et comment vieillit une cuve en métal, du coup, c'est par l'irradiation qu'elle subit. Donc, quand on fait des réactions de fission à l'intérieur de la cuve, il y a alors des neutrons qui sont censés perpétuer la réaction de fission, faire la réaction en chaîne, et il y en a certains qui vont s'enfuir, en quelque sorte, de l'extérieur de la cuve, c'est normal, on ne peut pas tous la maintenir à l'intérieur. Et certains vont interagir avec les atomes de la cuve, ils vont les déplacer, et comme la cuve a un maillage atomique très particulier qui lui permet d'avoir une certaine tenue sous la pression qui est à l'intérieur du circuit primaire, à l'intérieur de la cuve, 155 bars, le fait de déplacer ces atomes-là, ça va la rendre un peu plus ductile, un peu plus flexible, et ça va augmenter sa probabilité, en quelque sorte, de rupture sous pression, à cause de la cuve, à cause de la pression qui se passe à l'intérieur du réacteur. Et du coup, ce que l'on vérifie à chaque visite décennale, on a des espèces d'éprouvettes, donc des morceaux de cuve indépendants de la cuve à l'intérieur du réacteur. On va en extraire une à chaque visite décennale et on va regarder quel a été son endommagement neutronique, donc la fluence, on appelle ça, quelle a été la fluence qu'elle a subie, pour après, avec des calculs et simulations, vérifier que la cuve peut tenir 10 ans de plus, peut tenir une fluence sur 10 ans de plus. Et par rapport à la conception, aujourd'hui, on fait une gestion du combustible que l'on met à l'intérieur tellement optimisée, on l'a tellement optimisé, qu'on a réduit la fluence cuve par rapport à ce qui a été imaginé à la conception. Et donc, en fait, on a réduit le vieillissement théorique de la cuve par rapport à ce qui avait été prévu. Et c'est pour ça que finalement, au lieu de fonctionner 40 ans, on peut fonctionner 10 ans de plus, parce que le vieillissement est moins important que ce qu'on avait prévu, parce qu'on a optimisé la gestion du combustible à l'intérieur de la cuve. D'accord. La notion de vieux ou pas vieux pour un réacteur nucléaire, c'est pas vrai, en fait. Sur Fessenheim, quand on l'a arrêté, tout avait été refait à neuf 3 ans plus tôt, je crois. 3 ou 5 ans plus tôt. D'accord. Oui, donc Fessenheim, c'était une centrale qui pouvait continuer à fonctionner. Oui, et puis l'autorité de sûreté nucléaire le disait d'ailleurs. Fessenheim était l'un des réacteurs les plus sûrs du parc nucléaire français. D'accord. Et c'est un réacteur qu'on peut rallumer, peut-être, du coup, pour revenir aux solutions qu'on cherchait. C'est un réacteur qu'on peut rallumer pour relancer une électricité nucléaire un peu plus importante chez nous ou... En théorie, vu que le démantèlement, il me semble, n'a pas commencé, on pourrait. Aujourd'hui, par exemple, les Japonais, qui ont arrêté leur réacteur nucléaire après Fukushima, en rallument. Ils en rallument beaucoup. Il s'est passé du temps depuis Fukushima, parce qu'ils n'ont pas démantelé le réacteur. Ils ont juste vidé la cuve, ils ont enlevé le combustible et basta. Donc en théorie, ça se pourrait. Mais aujourd'hui, quitte à ce qu'elle soit arrêtée, je sais pas. Ça nécessiterait des calculs économiques, etc. Pour savoir si c'est vraiment intéressant de la rallumer ou plutôt de mettre beaucoup plus d'argent sur les EPR2 ou sur les réacteurs de 4e génération. Et l'autorité de sûreté en France est tellement exigeante, à mon avis, elle serait très frileuse sur le fait de rallumer un réacteur comme ça, qui n'a pas eu de maintenance depuis quelques années. D'accord. Parce qu'on a autant on a un producteur d'électricité nucléaire qui est très très zélé en quelque sorte, qui monte patte blanche la plupart du temps, notamment avec la corrosion sous contrainte. On a été très très transparent avec EDF. Autant on a une autorité de sûreté nucléaire qui est aujourd'hui devenue extrêmement exigeante, au point même à mon avis, ça n'engage que moi, au point même de tirer une balle dans le pied du nucléaire. Notamment vis-à-vis des réparations sur les tuyauteries vapeur de Flamanville, qui a entraîné un décalage sur son démarrage. EDF avait proposé de faire les réparations à la fin du premier cycle, parce que la probabilité qu'il y ait un problème était minime, en fait, était extrêmement mince.
vis-à-vis de là où était le problème et quelle était la nature du problème. L'autorité de sûreté n'a jamais voulu. D'accord. Et alors, du coup, bon, donc on peut pas, enfin, c'est pas sûr que ce soit intéressant de rouvrir Fessenheim. Du coup, comment faire pour vraiment s'assurer de l'électricité à un prix acceptable dans les années qui viennent? C'est construire des nouvelles centrales. Enfin, parce que si on démarre la construction de nouvelles centrales aujourd'hui, on en a 15 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est pas... Je ne vais pas vous cacher que les 10 prochaines années vont être compliquées. Les 10 prochaines années vont être la conséquence réelle du manque de vision stratégique de long terme de notre État, de la libéralisation du marché de l'électricité, de la mise en concurrence, tout ça. On ne l'a pas subi sur le moment, les conséquences néfastes, on ne les a pas subies sur le moment, on va les subir après. Il y a un léger décalage, un peu comme le réchauffement climatique, voilà, il y a 20 ans de décalage, 20 à 40 ans de décalage sur le réchauffement climatique. Là, on a 10 ans de décalage, en gros. 10 à 20 ans de décalage. Ça va être très compliqué les 10 prochaines années, jusqu'à ce qu'on refasse un vrai programme nucléaire français. Donc, le président Macron a annoncé la construction de 6 EPR2, 14 si ça se passe bien les 6 premiers, mais c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce qu'on a à la fois comme ambition de restabiliser notre production d'électricité. Donc ça nécessite quelques réacteurs. Pas beaucoup, mais ça nécessite quelques réacteurs. On a l'autre ambition d'augmenter la production d'électricité au total pour essayer de réduire notre consommation de pétrole et de gaz en dehors de la consommation d'électricité, donc pour faire des voitures électriques ou des voitures à hydrogène, ou pour faire produire de l'hydrogène, voire même du gaz synthétique. Ce que je promeus un peu dans mon livre. Surtout si on a des réacteurs de 4e génération, on peut se permettre de faire ça. Et la dernière ambition, c'est aussi de compenser l'arrêt des réacteurs nucléaires français, les 900 MW, qui vont intervenir, 32 réacteurs de 900 MW, qui vont intervenir, si on les prolonge au plus loin, donc à peu près à 60 ans, j'estime à 60 ans, ça va intervenir en 2040. Donc il va falloir qu'on compense cette chute-là aussi. Ouais. Donc, en fait, on va devoir faire l'équivalent du programme nucléaire entre les années 70 et 80, c'est-à-dire entre les années 80-90, on a construit 46 réacteurs en 10 ans. Ce qui est énorme. On va devoir faire la même chose. On va devoir faire la même chose sur 30 ans, au moins. Pendant 30 ans. D'accord. Ah oui, c'est un sacré objectif quand même. À mon avis, c'est un grand plan national qu'il faut faire. C'est un énorme objectif. Et alors, les réacteurs de 4e génération dont vous parliez, c'est quoi? C'est une nouvelle forme de réacteur nucléaire? Enfin, qu'est-ce qui les caractérise, sans rentrer dans l'idée de la fission ou de je ne sais quoi, mais qu'est-ce qui les caractérise qui fait qu'ils sont plus intéressants que ceux qu'on est en train de construire, là, les EPR2? Ils sont plus intéressants parce qu'ils permettent, contrairement aux réacteurs actuels qui ne peuvent exploiter que la capacité énergétique d'à peu près 1%, 1 à 3% d'ailleurs. Ça dépend si on fait du combustible avec du plutonium ou pas. Mais 1 à 3% de la capacité énergétique de l'uranium naturel, donc on trouve naturellement dans notre sol aujourd'hui. Les réacteurs de 4e génération peuvent, en théorie, exploiter 100% de la capacité énergétique de l'uranium naturel. Si on prend en compte des pertes de rendement ou des limites techniques, on peut arriver à 80-90%. Mais le fait est qu'on arrive à décupler fortement la capacité énergétique exploitable dans l'uranium naturel. C'est sans compter d'ailleurs la capacité énergétique contenue dans le thorium. Vous avez peut-être entendu parler du thorium. C'est pas une révolution en soi, c'est un équivalent à l'uranium 238, le thorium 232, dans sa manière de l'exploiter, sauf qu'on estime qu'il y en a 2 à 3 fois plus sur Terre. D'accord, donc c'est des réacteurs nucléaires qui nous donneraient, la possibilité de dépenser la nécessité d'avoir moins d'uranium pour fournir la même puissance électrique. C'est ça. Et qui en plus pourrait utiliser un autre produit, donc le thorium, que l'on trouve en beaucoup plus grande quantité que l'uranium. Exactement. Donc là, ça nous donne vraiment des capacités de production d'énergie qui sont extrêmement grandes. Donc pour la France, comme j'ai dit dans la dernière interview, j'avais estimé ça à 2000 ans.
à hauteur de la consommation énergétique primaire qu'on a en France. Et quand je dis primaire, c'est pétrole, gaz, charbon, biomasse, éolien, photovoltaïque, hydraulique, c'est tout inclus, hein, tout ce qu'on consomme. Si on veut augmenter notre consommation d'électricité, ça va être peut-être un peu moins. Mais bon, 2000 ans, ça nous donne une capacité. Et ça, c'est juste avec l'uranium appauvri qu'on a dans les entrepôts en France. C'est même pas en creusant. C'est même pas en allant chercher l'uranium qu'on a sous terre. Et si on étale ça au niveau mondial, en considérant à la fois les réserves d'uranium appauvri qu'ont certains pays, la Russie, les États-Unis, la France, qui est spécifique à la possibilité, enfin, au fait d'enrichir le combustible, donc cette technologie, tout le monde ne l'a pas. Et si on considère en parallèle les réserves d'uranium naturel que l'on a dans le sol, qui restent dans le sol, à la fois prouvées et puis estimées, on peut satisfaire la demande énergétique primaire mondiale, c'est autre chose que la France, là c'est pour le monde, pendant 1600 ans. Sans considérer l'uranium marin également, parce qu'il y a de l'uranium dans les océans qui, certes, est un peu plus cher, à la fois en raisonnant en termes d'argent, mais aussi en termes d'énergie à extraire. Mais comme je vous ai dit, on reboucle avec ce que j'ai dit précédemment, comme le coût de production d'électricité nucléaire est essentiellement détenu dans la construction des réacteurs et pas forcément dans le combustible, aujourd'hui, le combustible, c'est que 17% du coût de production de l'électricité nucléaire, et c'est 5% de ce que l'on a dans notre facture d'électricité finale, parce qu'il faut rajouter les taxes, il faut rajouter le renforcement l'argent qu'on met dans le réseau, etc. Donc c'est à peu près que 5%. Donc même si on double le prix de l'uranium demain, ça se ressentirait quasiment pas sur le prix de l'électricité à la fin. D'accord. Donc ça nous donne encore plus de visibilité, d'ambition possible sur les stocks d'énergie. Donc ces réacteurs nucléaires de 4e génération, donc, pour résumer rapidement, rien qu'avec l'uranium qu'on a aujourd'hui en France, ça nous rend autonome pour 2000 ans. Ça remplace tout ce qu'on... Même le pétrole, le gaz, etc., ça remplace tout ce qu'on a pendant 2000 ans. Exactement. Donc on est complètement indépendant énergétiquement. Est-ce que ils ont un... Techniquement, ils sont prêts, ils fonctionnent, ces réacteurs nucléaires, ou ils sont encore dans des bureaux d'études quelque part dans le monde, hein, je veux dire, est-ce que techniquement, ils fonctionnent quelque part dans le monde, ou est-ce qu'ils sont sur des bureaux d'études d'ingénieurs comme vous, qui ont des brillantes idées, mais après, il faut se heurter au réel? Alors, ça dépend des types de réacteurs. Aujourd'hui, réacteurs de 4e génération, ça englobe un certain nombre de technologies différentes de réacteurs, dont les 3 principales qui sont développées aujourd'hui sont les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. On a été très bon dans le passé en France pour faire ça. Ça a été notamment Phénix et Super Phénix qui ont été un début de réacteurs de 4e génération. En tout cas, ils fonctionnaient avec cette technologie. Ils cochaient peut-être pas toutes les cases du réacteur de 4e génération parce qu'il y a des contraintes très spécifiques, mais c'était des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium qui pouvaient être surgénérateurs, qui pouvaient exploiter l'entièreté de la capacité énergétique de l'uranium naturel. Ça, on les a eu en France. Donc, c'était vraiment une technologie qui a existé, qui a été construite à échelle industrielle. Les Russes ont 2 réacteurs qui fonctionnent aujourd'hui à échelle industrielle. Les Chinois en ont un. Donc, cette technologie existe vraiment et elle peut être déployée. On a également les réacteurs à sel fondu qui, eux, sont plus encore à l'état de réacteurs papier. Et les Chinois ont commencé, je crois, la construction d'un réacteur à sel fondu. Ça, c'est un autre type de réacteur de 4e génération. Et puis, on a aussi des réacteurs à très haute température qui sont qui sont à peu près au même stade que le réacteur à sel fondu. Aujourd'hui, le réacteur de génération 4 le plus avancé, c'est le réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium. Mais en France, en arrêtant Super Phénix prématurément, en ne continuant pas la recherche, en n'investissant pas suffisamment d'argent dans la recherche, en arrêtant le programme Astrid, qui devait lui refaire encore un équivalent à Super Phénix, mais en palliant aux problèmes qu'on a eu sur Super Phénix, dans la perspective de développer à échelle industrielle vraiment un nombre important de réacteurs de 4e génération refroidis au sodium, on a pris énormément de retard. Donc, si on voulait demain se lancer dans la 4e génération, à mon avis, ça mettrait au moins 10 ans avant qu'on arrive à refaire un réacteur de 4e génération, un premier modèle, qui coûterait évidemment très cher, parce que c'est le but d'un premier modèle, ça coûte très cher, puis après de le mettre en série.
Je pense qu'on mettrait au moins 10 ans à le faire. Si on va très vite, peut-être 8 et encore. Après, il faut compter peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans d'exploitation pour essayer de trouver quels sont les problèmes. Et puis, on peut commencer à le lancer en série. Donc, ça mettrait quand même encore un 15 certain ans. 15 ans. Mais 15 ans, c'est le PR2 aujourd'hui aussi. D'accord. Le PR2, il n'est pas sorti et il va falloir une bonne quinzaine d'années pour le faire. Après, ça n'empêche de faire les deux en parallèle si on voulait vraiment s'y donner. Ouais. Et à mon avis, ça vaudrait le coup de faire les deux en parallèle. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité, cette quatrième génération. Non. C'est en France. Non, c'est pas d'actualité. Non. De ce que j'ai compris du plan nucléaire du président, c'est lancer des EPR2, lancer des SMR, donc des Small Modular Reactors, des petits réacteurs modulaires. Il y a deux types de petits réacteurs modulaires. Il y a un type qui fonctionne avec la même technologie que l'EPR, par exemple. C'est des réacteurs à eau sous pression qui ne peuvent exploiter que 1% de l'uranium naturel. Donc eux, c'est juste pour avoir des modèles réduits et constructifs, qui peuvent être construits en série. Et après, il y a un autre type de petits réacteurs modulaires comme ça qui peut exister, qui utiliserait de la quatrième génération. Mais ceux-là, ils sont à la marge. D'accord. Ils sont à la marge, ils ne sont pas vraiment d'actualité de ce que j'ai compris, même s'il y a certaines startups qui envisagent d'en faire. L'intérêt de ces petits réacteurs, c'est quoi? C'est d'aller alimenter une ville toute seule ou un truc comme ça? Alors, pour moi, l'intérêt principal de ces petits réacteurs, si on veut vraiment décarboner l'électricité mondiale, c'est d'aller dans des pays qui n'ont pas les connaissances et le personnel pour pouvoir exploiter des réacteurs type EPR, c'est de pouvoir mettre ces petits réacteurs-là qui sont beaucoup plus simples à utiliser dans des réacteurs qui seraient tentés d'utiliser le charbon. Ça permettrait de substituer le charbon avec ces petits réacteurs, et ça permet également de mettre ces réacteurs-là dans des zones insulaires, des îles par exemple. Donc pourquoi pas mettre des réacteurs comme ça en Corse, à La Réunion, dans les Antilles, pour qu'ils arrivent à se passer de centrales au gaz ou au charbon. D'accord, oui. Pour moi, c'est les principaux atouts que je trouve. Il y en a d'autres qui diraient qu'ils sont peut-être plus facilement pilotables, donc plus facilement modulables, donc ils pourraient monter en puissance plus facilement, etc. Mais aujourd'hui, si on a nos réacteurs même type EPR, si on veut monter de la puissance, on les monte de 3% en termes de puissance, et puis on a beaucoup de mégawatts injectés sur le réseau. Donc pour moi, c'est pas tant un sujet. Le dernier sujet qui m'inquiète davantage, c'est que ça permettrait aux entreprises privées de devenir producteurs nucléaires plus facilement. Parce que ce sont des réacteurs qui nécessitent un investissement initial beaucoup plus faible, qui ont un temps de retour sur investissement qui est beaucoup plus court. Et donc, les entreprises ont beaucoup plus de facilité dans une logique de marché aujourd'hui, beaucoup plus de facilité à aller vers ce système-là qu'à aller vers des gros réacteurs nucléaires comme on a fait jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'il me semble que j'ai lu deux articles. Un article qui disait que la NASA faisait appel à des entreprises privées pour des tout petits réacteurs nucléaires qu'ils enverraient sur la Lune. Tout simplement parce que si on a une base lunaire, sur la Lune, il fait nuit 6 mois, et s'il fait nuit 6 mois, les gens ne peuvent pas vivre. Donc, ils ne peuvent pas mettre de panneaux solaires pour créer de l'énergie. Il n'y a pas de vent non plus, donc pas d'éoliennes. Donc, il faut des petits réacteurs nucléaires. Et a priori, ils vont passer par le privé pour travailler sur ces micro-réacteurs nucléaires. Et le deuxième article que j'avais lu, c'est que Bill Gates travaillait beaucoup actuellement justement sur des petits réacteurs nucléaires capables d'alimenter presque un bâtiment, enfin quelque chose de vraiment petit, qui est fait pour très peu de monde, mais qui permettrait d'être mis absolument partout parce que ça permet une grande souplesse, quoi. Ça permet une grande souplesse, mais multiplier en fait, le réseau électrique, il a été optimisé, il a été fait jusqu'à maintenant pour avoir une structure arborescente qui va de moyens de production d'électricité concentrés en puissance et concentrés à un endroit donné, géographique, typiquement des centrales à charbon, gaz, pétrole, nucléaire, et des centrales hydrauliques, vers plus une consommation qui est diffuse, qui est répartie sur tout le territoire, et donc on va vers une production centralisée, un transport d'électricité avec une haute tension,
et on va réduire la tension au fur et à mesure vers des consommateurs qui sont plus petits. Si on se met à avoir, une structure qui est totalement, dispersée avec une production qui est aussi diffuse que la consommation quasiment et une consommation qui est également diffuse, on doit avoir, un réseau électrique en fait de basse tension qui doit couvrir tout le territoire et qui a une consommation de matière faramineuse en fait. Une consommation de cuivre, enfin tout ce qui fait l'infrastructure électrique aujourd'hui, on va devoir démultiplier ça. Et c'est le problème que nous posent les éoliennes et les panneaux photovoltaïques qui, produisent de l'électricité non pas à haute tension, je crois pas d'ailleurs, peut-être les offshore, ils vont produire de la haute tension, mais, à basse tension et qui doivent être injectés directement sur le réseau de distribution. Et quand c'est des panneaux photovoltaïques qui sont chez des particuliers, c'est que le particulier devient consommateur, mais aussi producteur à la fois. Donc la gestion du réseau avec ça, c'est une usine à gaz. C'est compliqué. Ce qui fait augmenter les coûts de maintien du réseau. C'est pour ça que la partie de notre facture d'électricité qui est là pour maintenir les coûts du réseau a augmenté au fur et à mesure des années et continue à augmenter, va continuer à augmenter, justement en raison de l'intégration des modes de production intermittents aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, Maxime Amblard, merci pour cette interview. Merci à ceux qui nous ont regardés. Comme toujours, eh bien, si vous aimez, n'hésitez pas à partager la vidéo, à lui mettre un like et à la commenter. Et à tous, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.